difficultés que ça peut engendrer. En effet, comme vous le dites, on pourrait faire une conférence entière sur la question que vous m'avez posée, mais avant d'y répondre, je souhaitais d'abord saluer mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs qui sont présents aujourd'hui, l'ensemble des visages connus et certains amis qui sont présents dans l'assistance. Remercier AIL d'avoir organisé cette conférence, ce colloque sur la thématique de la concurrence dans les Outre-mer, qui est vraiment une thématique extrêmement sensible dans l'ensemble des Outre-mer français, notamment parce que c'est une thématique qui est étroitement liée aussi à la vie chère, et on y travaille ardemment, je vais y revenir. Plus que l'État, en effet, ce sont les pouvoirs publics qui ont un rôle important. Parce qu'il faut, je sais qu'on a tendance souvent à charger la barque de l'État. L'État a le dos large, mais l'État a un rôle important. Je vais y revenir. Et je vais peut-être insister sur, par rapport aux freins à la concurrence, sur certains points qui n'ont peut-être pas été mis en lumière par les orateurs précédents, parce qu'on a vu que sur les défauts de la concurrence, il y a des défauts structurels liés aux économies ultramarines, leur éloignement, alors leur éloignement de l'Hexagone, parce que, comme ça a été dit, nos économies ultramarines, elles sont éloignées de l'Hexagone, mais elles ne sont pas éloignées de leur environnement régional, et ça nécessite en effet de travailler sur ce sujet de l'ouverture des économies ultramarines vers leur environnement régional, ce qui n'est pas évident et ce qui peut se heurter parfois aussi à certaines réticences ou résistances locales quand on évoque les barrières à l'entrée. C'est un sujet que Théva connaît bien en Polynésie française. C'est un sujet ô combien sensible également en Nouvelle-Calédonie, par exemple, où l'on travaille à l'heure actuelle sur le redressement de l'économie calédonienne. C'est un sujet aussi sensible, Madame la sénatrice, lié à l'octroi de mer. C'est un sujet que je sais en effet éminemment sensible, mais l'octroi de mer peut aussi décourager certains investisseurs qui souhaitent ou qui souhaiteraient investir dans les économies. Ce qui ne retire pas à l'octroi de mer, je suis entièrement d'accord avec vous, Madame la sénatrice, son rôle, j'allais presque le qualifier d'identitaire, en fait, par rapport à cette autonomie fiscale que ça accorde aux Outre-mer. Donc il y a ces notions de barrières à l'entrée qui sont extrêmement importantes et sur lesquelles il faut travailler. L'État a un rôle à jouer, l'autorité de la concurrence également, la DGCCRF. Et puis quand on est dans les pays et territoires d'outre-mer, ce sont des sujets qui concernent les gouvernements locaux, hein, en particulier en Polynésie, et puis en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Un autre point sur lequel je souhaitais insister, c'est l'insuffisance de la diversification de l'économie des Outre-mer. On a souvent un héritage historique, une caractérisation des économies ultramarines qui nous vient de loin et qui repose sur certaines industries ou activités traditionnelles, historiques. Et ça, pour arriver à développer la concurrence, il faut aussi arriver à développer, à diversifier l'économie. C'est ce qui est le plus dur. Je vais y revenir là aussi. Parce que le poids de ces activités historiques, traditionnelles, est extrêmement lourd et empêche, en fait, peut prévenir, freiner, handicaper le développement d'un dynamisme économique. Ceci étant précisé, ce sur quoi nous essayons de travailler au sein de l'État, du gouvernement à proprement parler, ça a été dit, il y a eu une discussion au Sénat sur le projet de loi Vie chère. Normalement, ce projet de loi devrait arriver en discussion à l'Assemblée nationale début 2026. Je vais être prudent dans ma prise de parole. Je sais qu'au Sénat, ça a fait l'objet de débats vifs. Permettez-moi simplement de rappeler les grands objectifs qui ont été poursuivis par le projet de loi Vie chère. D'abord, c'est de renforcer le rôle de l'autorité de la concurrence. Je pense en effet, moi personnellement, que on devrait s'inspirer des exemples de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie où il y a des autorités spécifiques pour chacun de ces deux territoires. On n'y arrive pas pour les départements et régions d'outre-mer, notamment pour des raisons peut-être de moyens, mais on va essayer, à travers ce projet de loi, de renforcer le rôle de l'autorité de la concurrence, de
de renforcer la place des Outre-mer, même si cette place était déjà importante, comme vous l'avez souligné, au sein de l'autorité de la concurrence. On va essayer de renforcer cette place-là au travers du projet de loi Vichère, renforcer la transparence également dans le fonctionnement des économies ultramarines, en particulier dans la communication d'un certain nombre de données venant des entreprises qui exercent leur activité dans les Outre-mer. On renforce le rôle, pour y revenir, c'est un peu technique, mais des boucliers qualité-prix, ça a été évoqué tout à l'heure, notamment pour élargir le contenu de ces boucliers qualité-prix à d'autres produits qui n'étaient pas couverts par les BQP, ou également aux notions de services, parce que la cherté de la vie, le défaut de concurrence touche bien sûr les produits de grande consommation, mais également un certain nombre de services dans les Outre-mer. On va également travailler sur les questions de notification, sur les seuils de concentration de la part de certaines entreprises, notamment dans le secteur du détail, dans le secteur du commerce du détail, pardon. Donc il y a quand même pas mal de choses qui figurent dans ce projet de loi qui a vocation en effet maintenant à être enrichi à l'occasion du débat qui maintenant va s'ouvrir au sein de l'Assemblée nationale. Le point sur lequel je voulais insister quand je parlais de la diversification des économies ultramarines, c'est que là, cette fois-ci, en effet, l'État, le gouvernement intervient fortement pour alléger, par exemple, la fiscalité qui relève de l'État, hein, j'entends, dans les Outre-mer. Par exemple, les taux de TVA parfois n'existent pas, comme à Mayotte et en Guyane, ou sont des taux très réduits quand on est en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane. Il y a le régime de la défiscalisation à l'investissement productif, là aussi, qui a fait l'objet, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026, de nombreuses discussions à l'Assemblée nationale et au Sénat. Comme l'a dit Eva Rofritsch tout à l'heure, l'article qui prévoyait des économies sur ce régime a été supprimé. Donc là-bas, il faudra suivre le parcours du PLF au Parlement jusqu'au bout. On a, je tiens à le souligner, également des régimes de zones franches dans les Outre-mer, notamment ce qu'on appelle les zones franches d'activité de nouvelle génération, qui permettent là aussi des abattements fiscaux sur les impôts, sur les sociétés, sur les bénéfices. Donc tout ça crée, l'objectif c'est de créer un environnement favorable au développement de l'activité économique. Et puis l'État aide au financement des entreprises également, alors soit directement, soit au travers de certains de ses opérateurs. Je pense notamment à la Banque publique d'investissement qui est là pour soutenir les entreprises dans nos Outre-mer, singulièrement dans les départements et régions d'Outre-mer. On a aussi, pour le soutien aux entreprises, ça a fait l'objet également de nombreux débats au Parlement, tout le régime des exonérations, l'ODEOM. C'est valable uniquement pour les départements et régions d'Outre-mer. Comment faire pour baisser le coût du travail dans les Outre-mer? C'est extrêmement important parce que parfois, le défaut de concurrence des Outre-mer, c'est également la cherté du coût du travail, à la fois par rapport à l'Hexagone, mais aussi par rapport à l'environnement régional. Donc là, ces exolodéums sont un outil puissant d'abaissement du coût du travail pour soutenir l'activité économique dans les Outre-mer. Et puis, également, un point sur lequel je voulais insister pour permettre le développement de la concurrence, qui est un point parfois peu développé, ce sont parfois les délais de paiement, et là je m'adresse plus aux collectivités locales, les délais de paiement aux entreprises. Là aussi c'est une spécificité des Outre-mer. Les délais globaux de paiement sont parfois très longs dans les sommes que doivent les pouvoirs publics en règle générale, l'État, les collectivités locales. Et ça peut là aussi gêner les entreprises dans leur trésorerie et dans leur développement économique. Et puis enfin, deux dernières thématiques sur lesquelles je voulais revenir, qui font l'objet d'un soutien puissant de l'État et qui peuvent servir au développement économique des Outre-mer. C'est d'abord toute l'aide qu'apporte l'État à la transition énergétique des territoires, une aide qu'on oublie parfois
parce qu'elle est ancienne et tout à fait normale, hein, mais c'est la contribution au service public de l'électricité, c'est la, euh, euh, la cohésion qui existe entre l'Hexagone et les Outre-mer pour faire en sorte que le coût de l'électricité dans les départements et régions d'Outre-mer soit le même entre l'Hexagone et puis les Outre-mer. Les territoires qui ne bénéficient pas, je vois le sénateur naturel réagir, de cette contribution au service public de l'électricité savent ô combien ce surcoût du coût de l'électricité peut avoir des conséquences importantes sur la compétitivité des entreprises. Et je songe notamment au secteur du nickel en Nouvelle-Calédonie. Et l'État, là aussi, accompagne fortement le développement des énergies renouvelables, mais s'il y a encore beaucoup de choses à faire dans les Outre-mer. Enfin, le dernier thème, c'est l'accompagnement à la transition numérique des Outre-mer. Là aussi, pour développer l'activité des entreprises, il est essentiel que dans les Outre-mer, on puisse avoir la 5G, qu'on puisse avoir la fibre et qu'on puisse avoir les câbles numériques suffisants et avec les débits suffisants. Je sais que pour Saint-Pierre-et-Miquelon, Madame la sénatrice, oui, mais il y a des progrès. On n'est pas au rendez-vous, mais il y a des voies de progrès et des aides importantes qui sont apportées sur la 5G et sur le... Je songe par exemple à Mayotte, ce qu'on est en train de faire sur Mayotte, sur le développement de la fibre et le déploiement de la 5G à Mayotte. C'est un exemple parmi d'autres, bien sûr. Je ne serai pas plus long parce que Merci le beaucoup. temps tourne. Ouais.